funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Nous, Français, on accuse les Russes d'avoir créé cette forme de détestation contre la France en Afrique. Mais c'est absolument pas les Russes. Alors évidemment, il y a des trolls, il y a des informations. Ce sont les Français nous-mêmes, par nos propres erreurs, par nos propres errements. Est-ce que vous voyez la Gen Z sur la photo de l'investiture du président? Une Gen Z qui s'est quand même battue pour son peuple en général. Donc là, il y a déjà eu un signal auprès de la jeunesse qui était « bon, bah merci, maintenant, laissez les grands faire ». C'est ça, nous, notre problème en tant qu'Antillais, notre problème en tant que Guadeloupéens. Donc, nous avons ce gros problème-là. Nous n'avons aucun guide. Il n'y a aucun manuel qui nous apprend comment fonctionner avec les peuples africains que nous avons la prétention de descendre. Donc, nous sommes, pour ainsi dire, livrés à nous-mêmes. Le peuple doit toujours se lever et être de plus en plus nombreux. Nous ne gagnerons que de cette manière-là. Bonjour à tous, c'est Alison des Funérailles des Tabous. Comme vous le savez, certaines histoires ne doivent plus rester dans l'ombre. Elles peuvent prévenir, elles peuvent inspirer, guérir ou réveiller une vérité que beaucoup n'osent pas ou n'osent plus dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous lançons un appel à témoignage. En effet, si vous avez vécu une histoire forte, bouleversante, ou tout simplement porteuse d'un message essentiel, si votre parcours peut éclairer, sensibiliser ou protéger d'autres personnes, alors, s'il vous plaît, partagez-nous votre histoire. Nous voulons vous entendre. C'est la raison pour laquelle les histoires retenues feront l'objet d'émissions spéciales. Et vous serez invités directement sur notre plateau pour les partager avec la communauté. Donc, pour ce faire, envoyez-nous un mail, votre témoignage ou un simple message de présentation. Pour ce faire, vous nous l'envoyez à l'adresse lesfunéraillesdestabous@gmail.com. Je répète, lesfunéraillesdestabous@gmail.com, car votre histoire mérite d'être entendue. Et ensemble, comme d'habitude, nous continuerons d'enterrer les tabous. Merci pour votre attention, à très vite. Bienvenue dans les Funérailles des Tabous. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous abordons plusieurs situations complexes. 3 pays africains traversés par des mouvements de contestation. Le Togo, le Cameroun et Madagascar. Des mobilisations qui secouent des régimes, bouleversent des familles et interrogent la communauté internationale. Oui, et nous voulons le faire avec prudence, parce que certains dossiers sont sensibles. C'est le cas notamment d'un jeune Français, Steve Rouillard, emprisonné au Togo après avoir participé à un rassemblement. Il n'est pas un opposant politique, c'est un citoyen, un jeune homme. Et ce soir, nous recevons son père, qui est avec nous, monsieur Dominique Rouillard, pour nous parler de son fils. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Merci. Nous avons aussi avec nous Audrey Rajamandjatou, porte-voix de la génération Z malgache. Bonjour. Bonjour. Merci. Nous avons aussi également, bien entendu, Jeanne Bellé, engagée politiquement sur les affaires africaines. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Et pour finir, voici Thomas Dietrich, qui fait honneur de sa présence, journaliste, écrivain, et qui s'est spécialisé donc sur les conflits du continent africain, qui se bat depuis des années pour la justice et la libération de nombreux détenus. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci à tous pour votre présence sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très complexe. Première analyse, la première question, ce sera pour Thomas Dietrich. Est-ce que vous voyez des similitudes entre ces 3 pays qu'on a cités, le vent de révolte qui existe aujourd'hui? Alors des similitudes, bien sûr qu'il y en a, dans le fait qu'il y a un ras-le-bol vis-à-vis de régimes qui sont soit très autocratiques, soit corrompus, soit parfois les deux. Et en ce qui concerne, alors il y a aussi d'autres pays, par exemple il y a la Tanzanie, donc ce n'est pas une ancienne colonie francophone, mais il y a quand même, ce sont des anciennes colonies, ou en tout cas territoires sous domination française, dans lequel s'est maintenu un système de domination post-coloniale, c'est ce qu'on a appelé la France-Afrique, même si ça évolue. Et il y a toujours eu une répression très forte,
que ce soit au Togo, que ce soit au Cameroun. À Madagascar, le mouvement a abouti, mais le nouveau régime, quand même, ne donne pas forcément les garanties d'un changement radical. Donc oui, il y a des similitudes, il y a des peuples qui sont véritablement en colère et aussi qui en ont marre d'une forme de domination postcoloniale, d'une France qui continue à s'ingérer dans les affaires africaines 60 ans après les indépendances. Là, il y a quand même il y a des similitudes. Oui. Jeanne, pourquoi tous ces pays connaissent des tensions? On a vu que récemment aussi, au Bénin, même si c'est pas pareil, un petit mouvement de révolte. Pourquoi tous ces pays connaissent des tensions aujourd'hui? Alors, à mon avis, ces pays connaissent des tensions tout simplement parce que les populations se rendent compte qu'elles peuvent avoir le pouvoir de renverser la donne. Et il y a bien un moment où, quand on subit, on doit pouvoir se dire ça suffit et que chacun, c'est-à-dire toute la population, chaque citoyen dans tous ces pays-là, que chacun se dise c'est à moi d'impulser le changement. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle plus. Et puis, il y a les réseaux sociaux aussi, par rapport aux luttes d'avant. Mais c'est vraiment cette conscience que chacun doit avoir, qu'il peut être la personne qui déclenche le point de bascule. Et Madame Jeanne Belley, pouvez nous expliquer aux téléspectateurs, quelle est votre mission aujourd'hui? Alors, ma mission, qui m'a été confiée par moi-même... Surtout, qu'est-ce que vous faites? Puisque vous parlez d'un Justement, mission changement. ce que je fais, c'est que je dénonce beaucoup. J'ai vécu au Cameroun jusqu'à il y a 32 ans quand je suis venue vivre en France. Et déjà au Cameroun, quand j'étais à l'université ou quand j'étais à l'école ou même en famille, je dénonçais déjà. Et aujourd'hui, je dénonce encore plus parce que sur les réseaux ou dans les journaux, il arrive que j'écrive des articles, des chroniques ou que je prenne part à des émissions où justement je dénonce le comportement de ce que M. Dietrich appelait les États autocratiques. Et moi, je vais ajouter vieillissant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un réel décalage entre la réalité quotidienne et les gens qui nous dirigent. Ils dirigent pour eux, ils ne dirigent pas pour une population. Ils dirigent pour asservir, pour piétiner, pour écraser. Alors qu'on a une population qui essaye de respirer, qui veut vivre et non pas seulement exister et subir. Donc moi, je suis là pour dire je suis un être humain et on ne peut pas m'imposer quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'existence réelle d'un être humain demande. Les réseaux sociaux, quelle est la place et l'impact des réseaux sociaux, notamment dans ces mouvements, vous qui êtes une jeune malgache? Et surtout de la génération, de la Gen Z, avec pour symbolique le drapeau du bateau de Luffy de One Piece. Oui. Les réseaux sociaux ont été un rôle déterminant, ont joué un rôle déterminant justement dans tout ce qui est manifestation, etc. Puisque tout a commencé d'abord un petit peu sur l'humour. On reste quand même une génération Gen Z, voilà, c'était des mèmes, c'était des TikTok. On voyait pas mal des enfants du gouvernement qui montraient un train de vie indécent. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait cette fracture un petit peu entre le terrain réel et les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, tout est plus ou moins amplifié. On a un Facebook malgache qui est très, très riche et en fait sur lequel plusieurs personnes, plusieurs malgaches puisent les informations. Donc lorsque la page, elle a été créée, il y a eu une sorte de boom par rapport à cette page, donc quelques jours avant les manifestations. Et ensuite, grâce aux réseaux sociaux, il y a eu un espèce de basculement où moi, par exemple, je suis aussi créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux pour Madagascar. En fait, on m'avait écrit la veille pour me dire si il se passe quelque chose, nous, on aura des photographes de terrain. Certains influenceurs m'ont écrit s'il se passe quelque chose à Madagascar, on compte sur toi, jeunesse de la diaspora, pour pouvoir amplifier ce qui s'est passé sur place. Et les réseaux sociaux, donc c'est après qu'on a réussi à faire une sorte d'organisation, je dirais, plus ou moins social, un groupe grâce au Discord, grâce à TikTok, grâce à Instagram après. Donc ça aussi, le gouvernement n'apprécie pas ça, parce qu'on était sur un gouvernement de terreur et un gouvernement très très fort en communication. Donc c'était une guérilla urbaine et aussi une guérilla de communication. Et en fait, il a fallu, nous, par exemple, être en masse pour signaler des comptes du gouvernement, être en masse pour faire sauter les pages de la gendarmerie. Il y avait aussi ça, hein. C'était pas juste du terrain et c'était pas juste... et en fait, des jeunes sur leur téléphone, c'était vraiment aller dans un niveau en fait, qui nous a permis aujourd'hui de renverser le pouvoir de Hadj Razoui. Qui était en place. Merci beaucoup. Monsieur Dominique Rouillard, on souhaitait savoir si vous pouviez nous expliquer dans quelles circonstances votre fils a été arrêté.
Alors, je n'ai pas exactement l'ampleur de l'affaire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il soutenait certains membres de la communauté togolaise. Et il s'avère que il a été arrêté tout simplement parce qu'il croyait qu'il était en Guadeloupe, il croyait qu'il était en France. Alors dès lors qu'on annonce une manifestation, ben on porte sa solidarité en allant manifester pour la cause qui est juste, qui semble être humaine et sachant que lui, il ne connaît pas trop les rites et puis les coutumes de ces pays lointains, qui, je vous rappelle, ce sont nos pays d'origine, hein, nous qui sommes guadeloupéens, qui avons des prétentions être d'origine africaine, eh ben, nous prenons parti pour les causes qui sont effectivement, qui nous semblent être humaines. Et il a été manifesté, enfin, il n'a pas été manifesté, il a été dans la manifestation, il a été voir une manifestation, et en fin de compte, on l'a arrêté lui. Après, on a arrêté une certaine quantité de personnes. Et depuis lors, eh ben, alors je dois préciser qu'il n'y a pas comment dire, d'éléments qui nous permettent de dire vraiment la cause qui a permis son arrestation, parce que on ne communique pas. Mais alors, nous sommes dans une espèce de flou de communication. Ah ben non, j'ai pas à dire que j'ai pas de nouvelles parce que j'arrive quand même à avoir des nouvelles par l'intermédiaire du consulat, j'arrive à avoir des nouvelles par rapport à l'avocat que j'ai. Bon. Mais en fin de compte, des nouvelles sur la suite judiciaire, j'en ai pas. Hmm? Et ça, c'est depuis 6 mois. Donc ça fait 6 mois que ça dure. Et je croyais qu'il aurait été libéré vendredi. Ben, en fait, il n'a été rien dans la mesure que ça n'a rien servi qu'il y ait le congrès des barreaux. Hein. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas à croire. Et là, on tombe bien sur le fait que la semaine prochaine encore, ce sera le congrès panafricaniste. Et là encore, je me demande, est-ce qu'on va garder un Français qui est enfermé au Togo pour des idées de soutien, enfin, quel que soit, hein, est-ce qu'ils vont permettre ça toujours? Enfin, quelle ce sera la signification de ce message de garder fermé, emprisonné un Guadeloupéen qui ne connaît pas les us et coutumes et qu'on le juge exactement comme un Togolais. Et d'ailleurs, vous l'avez dit au départ, vous pensiez qu'il était Togolais. Non, il n'est pas Togolais. Il n'a rien à voir avec la culture togolaise dans la mesure qu'il ne la connaît pas. Il a une culture française, il a été élevé, il est né en région parisienne. Il a été élevé et puis, enfin, son adolescence, ça a été en région parisienne, donc c'est un banlieusard, si vous voulez. Il a fait ses études en Île-de-France et il a été en Guadeloupe pour pouvoir monter son cabinet où il a grandi et après qu'il a voulu s'étendre à travers le monde. C'est la prétention de tout jeune maintenant de briller. Pardon, excusez-moi. C'est pour cette raison que vous avez entrepris les démarches auprès des autorités françaises et togolaises toujours d'ailleurs, avec beaucoup de prudence. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui En fait, on n'a pas le choix. Nous n'avons pas de diplomatie guadeloupéenne. Nous avons une diplomatie française. Donc, automatiquement, on doit faire appel à nos gouvernants. Et d'ailleurs, tout otage, tout prisonnier étranger fait appel à son État, à son administration. Et ça a été le cas pour moi. Moi, j'ai fait appel à mes parlementaires, j'ai fait appel à mes ministres, j'ai fait appel à mon président de la République. Et jusqu'à présent, j'ai pas de résultat. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'intervention. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait quoi que ce soit. Ils ont tout simplement pas donné le résultat que je comptais avoir depuis 6 mois. Très bien.
Alors, Thomas, vous qui connaissez très bien le sujet, quelle est votre analyse justement sur cette situation et ce qu'évoque M. Rouillard? Alors, pour essayer de replacer dans le contexte un peu général, au Togo, vous avez une très vieille dictature qui est en place depuis 1967. C'était Gnassingbé Yadema le père, et maintenant c'est Faure Gnassingbé le fils. Donc évidemment, beaucoup de pauvreté, une répression très dure. Et là, à partir de juin, il y a eu un soulèvement contre le régime en place, parce que Faure Gnassingbé a fait un micmac constitutionnel, et il y a eu... Tous les manifestants étaient soit tués, il y a eu 7 morts, soit arrêtés, embastillés. Et effectivement, parmi eux, il y avait le cas de Steve Rouillard, mais il y a beaucoup de Togolais qui sont encore aujourd'hui en prison. Je pense à Folis Sachivi, Abdulaziz Goma, qui est un Irlando-Togolais, qui a fait une grève de la faim. Ça a servi absolument à rien. Donc c'est un régime très dur, mais qui est très malin dans sa communication, parce que souvent, il essaie de se donner les atours du panafricanisme, alors qu'en fait, c'est la plus vieille dictature france-africaine. Il y a une vraie escroquerie sur ce côté-là. Et Steve Rouillard a été arrêté, a été présenté effectivement à un procureur, mais depuis 6 mois, il est détenu au SCRIC, qui est un service de renseignement de la gendarmerie, hors de tout cadre légal. Normalement, on doit mettre quelqu'un en prison, on lui a donné une date de procès si on a quelque chose à lui reprocher. Sauf que ce dossier-là est utilisé par le Togo pour instaurer une sorte de chantage avec la France. On a toujours cette vieille image, et on pourra en parler sur le Cameroun et Madagascar, de la vieille France-Afrique, où les présidents français dictaient les ordres et les valets africains, les présidents africains obéissaient. Or, c'est plus ça. Maintenant, les présidents africains, ils ont un atout dans leur manche, c'est de dire que si toi, tu es un peu dur avec moi, si tu me critiques, si tu n'es pas d'accord avec moi, moi, je peux aller voir les Russes, je peux aller voir les Turcs, je peux aller voir les Chinois, et je peux mettre dehors l'armée française ou la coopération française, et tout mon peuple sera très content, et ça sera très populaire. Et donc, ce que font les Togolais, ils utilisent Steve Rouillard, qui est effectivement le seul crime qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir participé à une manifestation pacifique, je rappelle, donc je pense que ça ne va pas chercher loin. On l'utilise pour essayer, pour le régime togolais, d'avoir des avantages du côté de Paris et d'avoir un soutien de Paris. Là, en l'occurrence, le régime togolais a demandé à Paris d'extrader un certain nombre d'opposants togolais qui sont réfugiés en France, sauf que bien évidemment il y a des conventions internationales, on ne peut pas le faire, et donc on garde Steve Rouillard comme une monnaie d'échange. Par ailleurs, il y a un désintérêt certain de Paris qui ne le protège pas, qui ne fait rien pour le sortir de là. Moi on me l'a dit en off au Quai d'Orsay, il s'est foutu dans un bourbier, il a qu'à y rester, et on peut mettre ça quand même en balance avec la manière dont on a traité. On s'est démené à Paris pour sortir cet agent français qui avait fait bien plus que participer à une manifestation. Je vous donne un simple exemple, d'ailleurs qui est relié à Madagascar. En 2018, il y avait un monsieur qui s'appelait Christophe Rento, qui était un barbouze français qui, pour le compte des services de renseignement, avait participé à organiser un attentat dans une église à Bangui, en République centrafricaine. Ils avaient jeté une grenade, il y avait eu plus de 20 morts et tout ça. Et on l'avait sorti, la DRM, la Direction de renseignement militaire, l'avait sorti, l'avait ramené en France. Et ce monsieur Rento, à un moment, continue ses barbouzeries, va à Madagascar. Il y a un mandat, puisque la Centrafrique avait lancé un mandat d'arrêt, logique. Ils arrêtent ce monsieur Rento. Et qu'est-ce qu'on fait depuis Paris ? Au lieu de dire ce monsieur-là doit rendre des comptes, on envoie une équipe depuis Paris pour exfiltrer dardard M. Rento et éviter que les Centrafricains viennent le récupérer à Madagascar. Donc quand on met en parallèle, d'un côté, Steve Rouillard qui a participé à une manifestation, qui en plus dans la presse, il y a eu un article du Monde qui l'accusait d'avoir imprimer des tracts. Alors moi, ça m'a surpris parce que depuis 15 ans en Afrique, je pense qu'il n'y a plus personne qui imprime des tracts. C'était complètement faux. Et de l'autre côté, le traitement préférentiel qu'un État se met en branle pour aller sauver des gens qui ont du sang sur les mains, des Français qui ont du sang sur les mains et en plus qui ont l'avantage d'être blancs, je pense que ça aide dans la situation, moi, ça me révolte complètement. Et effectivement, c'est malheureusement le dilemme dans lequel se retrouve Steve Rouillard et toute sa famille aujourd'hui. Mais est-ce que ce que vous dites là, c'est pas finalement dire que Steve Rouillard est un Français de seconde zone, puisque vous expliquez des personnes qui ont fait des choses bien plus graves, donc les procédures ont été plus rapides, alors que le cas de Steve Rouillard, il n'y a pas grand-chose, mais ça fait déjà 6 mois qu'il est aujourd'hui arrêté. Ah, c'est très clair. Quand il y avait Loïc Lefebvre-Prigent, l'ancien patron de Elf, qui était en prison au Togo, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé pour le sortir de là. Et il y a aussi, ça doit être mis en parallèle avec un affaiblissement très clair de la France sur le continent africain, où justement on n'a plus la main. Ça veut dire qu'on ne peut plus décider pour les pays africains. Et il y a certains États qui utilisent des ressortissants français comme otages, comme monnaie d'échange. On le voit aujourd'hui au Mali où on a on a emprisonné quelqu'un qui appartenait à la DGSE, qui était deuxième secrétaire d'ambassade. Pendant près d'un an au Burkina Faso, on avait arrêté 4 agents de la DGSE française, Ibrahim Traoré, et les a échangés. C'est le Maroc qui a payé la rançon. D'ailleurs, en plus, c'était une histoire assez folklorique puisqu'ils avaient oublié d'effacer leur téléphone, les mecs de la DGSE. Donc ils ont mis en danger toutes leurs sources. Donc il y a vraiment un affaiblissement qui fait que la France ne peut plus faire la pluie et le beau temps dans les pays africains. Malheureusement,
dans le cas de Steve Rouillard, il est complètement abandonné à lui-même. Pareil pour les ressortissants togolais, les manifestants togolais, les opposants togolais qui ont été emprisonnés. C'est quand même une situation très dure. Et par ailleurs, le régime de Faure Gnassingbé est assez malin puisque Dominique Rouillard en parlait. Il organise une sorte de pseudo-congrès sur le panafricanisme là au mois de décembre pour se donner les atours voilà, de la défense de l'Afrique, alors qu'en fait ça reste un régime extrêmement dur, extrêmement policier, avec un soutien d'ailleurs des Israéliens qui forment les services de renseignement togolais. Enfin, je veux dire, ça reste un vrai régime old school. On a vu cette grande mobilisation de la jeunesse à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a enclenché cette mobilisation ? Avant de parler de ce qui a enclenché la mobilisation, je préfère dire quand même que moi, je suis une actrice qui est venue aller peut-être un jour. Comme je vous disais, moi j'étais sur Paris la veille, on m'envoie les photos, etc. pour pouvoir repartager. Donc en fait, le soutien entre guillemets de la diaspora qui vient un peu, il vient... je ne dirais pas en second plan, mais il vient un peu après. Donc ça, déjà, c'est quand même quelque chose à savoir sur mon intervention. Et ce qui a vraiment enclenché les choses, c'est comme je disais, en fait, je rejoins ce que Thomas disait tout à l'heure, il y a un ras-le-bol général par rapport aux conditions de vie des populations. C'est que aujourd'hui, à Madagascar, comme je dis tout le temps, ce n'était pas dans mon bingo 2025 d'avoir ces manifestations, puisque le peuple malgache était tellement asservi, tellement sous pression du gouvernement Ange Rajoelina pendant 16 ans que les manifestations, ce n'était pas forcément une forme de révolte populaire qu'on pouvait voir à Madagascar, en fait, finalement. Et ce qui a vraiment enclenché, c'est vraiment ce que je disais, c'est que déjà les coupures incessantes d'eau et d'électricité, le fait que certains essaient de développer des activités, mais on leur coupe l'herbe sous le pied avec tous les monopoles économiques, les grandes familles Mir, Naouva, bourgeoise qu'il y a à Madagascar, donc une forme d'élite urbaine qui finalement garde ce pouvoir politique et économique. Il y a aussi le fait que à un moment donné, on a un gouvernement, je me permets de le dire, qui était tenu par un mégalomane. Il mettait des projets budgétivores sur le téléphérique, un coliséum, il disait de faire de la ville de Thomas un nouveau Miami. Ce type de projet qui s'éloigne complètement des besoins principaux de la population, qui sont des besoins primaires, élémentaires. On ne demande rien du tout, on ne demande que de l'eau, de l'électricité, manger, pouvoir travailler, faire tourner l'économie. Et après, évidemment, il y a eu aussi un petit parallèle qui s'est fait, que les personnes, donc les manifestants, se sont aussi rendus compte qu'au-delà des conditions économiques, c'est tout un système qui est pourri. On a des structures politiques aujourd'hui qui ont été façonnées pour que ce gouvernement puisse garder le pouvoir au long terme. Et donc la jeunesse aussi, c'est pour ça que je disais que c'est là où c'était vraiment étonnant de la part de la population malgache. La jeunesse et d'autres générations se sont réveillées en allant vraiment dans le fond des choses et en se disant, non, en fait, c'est pas juste l'eau et l'électricité, c'est Mamravatmang, c'est Rina Rakutmang, c'est Micho Randimbersou, c'est toutes ces personnes qui ont été placées par-ci par-là, qui ont cadenassé ce mouvement. Et donc ça aussi, ça a enclenché les manifestations s'amplifient. D'accord, très bien. Jeanne, on évoque ici 16 ans de pouvoir de l'ancien président malgache. Vous qui êtes du Cameroun, on n'est pas à 16 ans, on est à aujourd'hui 43 ans, si je ne dis pas de bêtises. Quel est votre sentiment finalement ? C'est-à-dire que quand vous voyez qu'au niveau du Madagascar, on parle de 16 ans, 43 ans de pouvoir, de règne, de torture très souvent, quelle analyse vous faites finalement de votre pays, le Cameroun ? Alors l'analyse que je peux faire de mon pays, le Cameroun, c'est déjà, quand on dit 43 ans de pouvoir, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Parce que pour moi, le pouvoir, c'est un mot positif. Alors que là, c'est 43 ans de torture plutôt, comme vous l'avez dit. C'est 43 ans d'étouffement, c'est 43 ans de navigation à vue. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a des projets. Il n'y a pas de projets, il y a plutôt des budgets. C'est-à-dire que tous les projets sont plutôt vus sous le prisme de « OK, nous allons avoir de l'argent, nous allons avoir des enveloppes qui vont nous permettre de nous en mettre plein les poches. » Et la population derrière, elle ne profite pas d'infrastructures qui ne voient jamais le jour, de l'éducation, de la santé. Il n'y a rien. C'est-à-dire que l'hôpital au Cameroun, par exemple, c'est une bâtisse.
Ce sont des médecins qui sont peu ou mal formés, ou pas formés du tout. Ce sont des personnes qui ont des salaires de misère et donc qui ont des activités parallèles, qui ne s'adonnent donc pas à ce qui devrait être leur sacerdoce. Donc, 43 ans, en 43 ans, moi j'ai vécu au Cameroun, je me suis fait soigner au Cameroun. Aujourd'hui, je vis ici. Chaque fois que je vais au Cameroun, je prie pour ne jamais tomber malade, par exemple. La situation s'est dégradée. La situation s'est vraiment, mais vraiment dégradée. C'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui, au bout de 43 ans de pouvoir, où on a un président qui, en 82, a dit qu'on lui avait laissé un pays prospère et avec des caisses pleines. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vraiment tragique. Juste pour continuer, merci beaucoup pour ce partage. Qu'en est-il aujourd'hui du mouvement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est essoufflé? On sait qu'il y a une prise de pouvoir. En fait, c'est que je dirais qu'il y a eu un excès de zèle, puisque c'est vrai que les manifestations, c'est quand même c'est des sentiments très forts. Il y a eu la place du 13 mai, on a fêté, on était contente du départ de Ange Radouane. Après, il y a eu le mandat d'arrêt international de Mami Ravatmank, tout le monde était content, etc. Donc, on arrive en fait finalement dans un pays où le rythme, ça va très très vite. Et donc, ce qui fait que à un moment donné, les citoyens deviennent très exigeants envers les manifestants aussi. Ils disent, OK, il y a eu le pouvoir, on a renversé, il y a un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition nous promet des assises nationales, on promet à la jeunesse d'avoir telle structure, etc. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain? Pour la Gen Z, donc c'est vrai que ça a été un débat, on a longtemps débattu, que ça soit en interne, en externe par rapport à ça. C'était déjà être bien sûr des revendications qu'on avait en tant que Gen Z. C'était un peu un reproche qui avait été fait. Est-ce que c'est des jeunes qui sont structurés? Est-ce qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont envie au long terme? Et donc, ils ont beaucoup joué sur ce narratif déjà, pour un petit peu, je dirais, exclure la Gen Z. Puisque une fois qu'il y a l'investiture, il suffit de regarder la photo. Est-ce que vous voyez la Gen Z sur la photo de l'investiture du président? Une Gen Z qui s'est quand même battue pour son peuple en général. Donc là, il y a déjà eu un signal auprès de la jeunesse qui était « Bon, merci, maintenant, laissez les grands faire ». Et on a une forme de paternalisme ambiant à Madagascar qui est toujours de laisser les aînés, les Rayamandjeni, entre guillemets, régler les affaires et nous un petit peu sur le côté. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même positif, c'est que la Gen Z fait partie de la plateforme pour les assises nationales. C'était pas évident. Donc ça a pris du temps. Quoi d'autre? Donc les rendez-vous aussi, ça avait pris du temps auprès des différents ministères. Certains ministères ont dit OK. Il y en a 8 sur 29, forcément, donc, qui ont dit OK. Et là, donc, ils ont fait le symposium avec les Nations Unies. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Maintenant, dans le concret, est-ce qu'on n'est pas juste en train de nous dire, pour vous remercier, on fait un ministère de la refondation et on verra pour la jeunesse. Mais voilà. Avant qu'on arrive à Thomas Dietrich, une petite question à M. Dominique Rouillard. Thomas Dietrich expliquait tout à l'heure que votre fils, finalement, paye pour des responsabilités qui ne sont pas vraiment les siennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devient comme une monnaie d'échange. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous croyez que quelque chose va pouvoir, justement, acter sa libération à un moment donné? En fait, non. Non, je n'y crois pas. Je pense que, quel que soit le gouvernement togolais ou alors le gouvernement français, devait tenir compte du fait qu'on ne joue pas avec la vie d'un homme. Et quand quelqu'un doit être jugé, cette personne doit être jugée avec tous les éléments qui lui permettent d'être jugé. Alors, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le code civil du Togo, donc il n'a pas été jugé par quelque tribunal togolais. Et surtout qu'il est venu en amitié. Il est venu en cherchant. Il est venu en celui qui est venu rencontrer ses ancêtres, ses aïeux, ses vieux parents. On le punit parce qu'il a parlé. Donc, en fin de compte, la seule chose que je peux dire, c'est que, en fait, le gouvernement togolais se trompe en le gardant, en pensant qu'il va être une monnaie d'échange avec des tractations pour la France, dans la mesure que la France en elle-même n'a pas tellement... Il y a ce qu'on appelle
la Charte sociale européenne. La Charte sociale européenne, c'est une garantie sociale qui permet de tout citoyen européen de bénéficier un minimum de la société, quoi. Quel que soit sous les salaires, sous l'économie. Voilà. Et en fait, la Guadeloupe est exclue de cette Charte sociale européenne. Donc, comme la Guadeloupe est exclue de cette Charte sociale européenne, à plusieurs reprises d'ailleurs, les élus ont demandé l'application de cette charte en Guadeloupe. Sans succès, cette année, ça a été fait à l'Assemblée, ça a été fait au Sénat. À plusieurs reprises, ça a été demandé et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'application de cette charte, il n'y a pas de signature. Alors, Steve se retrouve coincé dans ce manque de signature. C'est-à-dire que la considération qu'a la France pour les ressortissants d'outre-mer, eh ben c'est indicatif, quoi, à cette fameuse charte. Donc automatiquement, c'est pas une bonne affaire, c'est quelque chose qui est impossible. La monnaie d'échange n'est pas égale à sa valeur. C'est sacrifier quelqu'un. C'est crucifier quelqu'un, alors en fait pour rien. Thomas, vous avez aussi travaillé sur le sujet de Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour ? Je vais parler sur le contrôle d'Audrey. Moi, j'y étais pendant le mouvement de la Gen Z, donc à partir après les premières manifestations jusqu'au moment où Radzoel a été exfiltré par un avion de l'armée française. Grand moment de bravoure justement de la France. Bon, il y a quelque chose de très beau dans ce qu'a fait la Gen Z, c'est-à-dire sans beaucoup de moyens, sans beaucoup de coordination, a réussi à incarner l'espoir de tout un peuple, malgré la répression qui a été violente. Moi, je les ai vus dans les manifestations, c'était vraiment le jour, heureusement d'ailleurs que les militaires du CAPSAT qui ont fait le coup d'État sont venus au secours des manifestants, parce que sinon les gendarmes les auraient massacrés, hein, le 11 octobre, là, le jour où justement les manifestants sont arrivés à la place du 13 mai. Après, effectivement, il y a ce qui a fait la force de la Gen Z et aussi finalement sa faiblesse. Et il y a un contexte international qui fait qu'aujourd'hui, les militaires qui arrivent au pouvoir sont là pour garder le pouvoir et non plus le rendre au peuple. Michael Randrianirina, il est là très clairement pour garder le pouvoir. Ils ont effectivement sacrifié quelques têtes. Vous avez parlé de Mam Ravatomang, qui était le milliardaire, qui était un peu considéré comme le marionnettiste du président Radzoel. Mais derrière, le système finalement reste. Et il y en a d'autres qui ont pris la place. Moi, j'étais très surpris d'ailleurs de voir à Madagascar qu'il y avait une vieille Corse Afrique que je pensais avoir disparu. J'avais l'impression d'être dans Jurassic Park, mais pas pour les iguanodons, mais pour les colons, où il y avait des familles, les Vellutini, les Léoni, qui tiennent les hôtels, les boîtes de nuit, et qui tiennent en fait tout un pays. Vous avez par exemple une société qu'on voit partout, qui est une société de sécurité, qui s'appelle Vigie, qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Bruno Bertagna, qui a été très proche de Radzoel, au moins au point de livrer du matériel de répression, et qu'aujourd'hui, ils ne sont absolument pas inquiétés. Ils ont repris les affaires courantes avec le nouveau régime, comme si rien ne s'était passé. Et moi, je peux comprendre aussi la colère des Malagasy quand la France est venue exfiltrer Ange Radzoel. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que Ange Radzoel leur avait fait des enfants dans le dos à la France. Il avait quand même refusé à Macron d'installer une base dans le nord, à Diego Suarez, une base militaire française. Il avait insisté pour la restitution des îles Éparses, qui sont ces 5 îlots autour de Madagascar que la France contrôle et qui refuse de restituer à Madagascar. Il s'était quand même rapproché des Russes. Et ce type-là, on est venu, qui avait quand même tué une trentaine de manifestants, on est venu envoyer un avion militaire français avec nos propres moyens, les moyens des citoyens français, pour venir le sortir de Madagascar et le permettre d'échapper à la justice. Quand on raconte en plus que il risquait un assassinat. Non, c'était faux. Les militaires voulaient simplement l'arrêter. Le colonel Michael Randrianirina voulait lui faire cracher les numéros de ses comptes bancaires à l'étranger parce qu'ils étaient bien garnis, et puis le laisser partir plus tard. Il n'y avait aucun risque pour Ange Radzoel. Mais on l'a fait. Et là, c'est très intéressant parce que je pense qu'en France, avec l'affaiblissement, les intérêts privés ont pris le pas sur les intérêts publics. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Ange Radzoel était un très proche de Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a aidé à venir au pouvoir. Nicolas Sarkozy venait passer ses vacances tout frais payés dans des îles paradisiaques au nord de Madagascar. Et moi, il y a des sources qui me racontaient comment Nicolas Sarkozy a appelé Emmanuel Macron le matin, le 12, quand Ange Radzoel était en difficulté. Macron, il n'en avait absolument rien à cirer, parce que lui, il partait à Sharm el-Sheikh pour les histoires d'Israël-Palestine. Et il lui a dit, il faut que tu me sortes Ange Radzoel. Et là, toute la machine s'est mise en branle. On a envoyé un avion militaire avec quand même les ordres des soldats militaires français qui étaient là, du 2e RPIMA, de tirer
sur les contingents de l'armée malagasy en territoire de Madagascar, si jamais il y avait des soldats qui essayaient de retenir Radziwiłł et d'empêcher la fuite. Donc on est quand même allé très loin dans la folie. Cette information est avérée, ce que vous dites là? Oui. Ah oui, oui. Ah, moi, j'ai recoupé ça avec des sources très fiables et tout ça. Ça a été vraiment une opération de pied nickelé. En plus, quand le CASA, l'avion français, a décollé, ils ne savaient même pas où ils allaient récupérer Radziwiłł. Ils tournaient au-dessus de Madagascar pour un moment aller vers le petit aérodrome de Sainte-Marie, où ils étaient persuadés de ne pas se faire choper. Parce que souvent, il y a une vraie arrogance coloniale chez les Français. C'est-à-dire, Rocard disait qu'il faut toujours préférer la connerie au complot, parce que le complot demande un esprit rare, et on a une sorte de perte de compétences dans les services français qui fait qu'on fait absolument n'importe quoi. Et bien évidemment, à Sainte-Marie, qui est une petite île que vous connaissez paradisiaque, les gens qui étaient là, ils ont vu un énorme avion atterrir, il n'y en a pas tous les matins, donc ils ont sorti leur téléphone, ils ont filmé. Et petit à petit, avec le travail d'une page Facebook, ils ont retracé la fuite de Radziwiłł qui est parti en hélicoptère, qui ensuite a été exfiltré par l'avion français, et parti à Saint-Denis-de-la-Réunion pour ensuite aller à Dubaï. On a quand même sorti un criminel qui avait les mains pleines de sang, et c'est quand même assez hallucinant qu'il n'y ait même pas eu une commission d'enquête en France pour comprendre qui avait décidé ça. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette transition, elle existera vraiment ou pas? Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est un risque. En tout cas, il y a effectivement l'impression, et je parle encore sous le contrôle, qu'il y a des vieilles habitudes qui sont reprises. C'est juste que les têtes changent, mais qu'il y a quand même un régime très corrompu qui s'installe. Et Michael Randrianirina, comme les autres présidents en Afrique, a pris le pouvoir et il n'est pas décidé à le rendre. Les 2 ans de transition, à mon avis, il se présentera comme a fait Brice Oligui Nguema, comme a fait Mamadou Déby, pour être président, et il restera, parce qu'en fait la parole de la communauté internationale est complètement dévaluée avec tout le double discours, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, et plus personne n'a les moyens de faire pression. Audrey, votre sentiment par rapport à ça, est-ce que finalement c'est une révolte de façade? C'est-à-dire qu'on change quelques têtes, le système reste le même et le peuple continue de vivre les mêmes réalités. Comment vous le sentez ça? Moi, j'aime pas trop quand on dit que effectivement c'est une révolte superficielle, que peut-être la révolution nous l'a volée. Il faut quand même se rappeler que cette révolution a été vraiment portée par la voix du peuple malagasy. Et donc, je rejoins tout ce que Thomas a dit. Donc, Thomas a bien factuellement reprécisé toutes les situations. J'aimerais aussi dire que 24 heures avant que le CAPSAT annonce effectivement qu'ils vont soutenir le peuple, je suis désolée, mais on était soit en train de se dire que tout le monde allait mourir, que nous, jeunes de la diaspora, c'était fini pour nous, Madagascar, vu les menaces qui avaient été faites et aussi des sources avérées qui m'avaient dit que nous étions sur une liste noire de la gendarmerie. Donc on était arrivé vraiment à un stade où c'est un État mafieux. C'était un État mafieux, je pense qu'on est encore sur un État mafieux, effectivement. Et par rapport à cette révolte de façade, je pourrais dire quand même que ce qui s'est aussi libéré, c'est une forme de parole. Sous le gouvernement Andry Radziwiłł, c'était impossible. C'était vraiment un pouvoir avec une parole unilatérale, dictatoriale. Personne n'avait le droit de parler si on ne faisait pas partie de son parti politique. Aujourd'hui, on a quand même, Michael Randrianirina, qui, lui, le colonel, qui a été sûrement placé encore par d'autres intérêts. Voilà, il y a eu aussi ses relations avec les Russes, qui a été un peu requestionné. Il y a aussi le fait que la France, aujourd'hui, met plein de petits outils pour essayer de gagner aussi le cœur de la société civile. À ce moment-là, nous, c'est pas qu'on se dit, OK, la révolution n'a servi à rien, mais on s'est aussi rendu compte à quel point on travaillait dans un système malade. C'est qu'on est dans un système malade, avec des personnes malades qui sont là, qui ont dans leur tête une vision du pouvoir qui est malade, et que nous, si nous rentrons dans ce système-là, soit on finit malade, soit on décide de guérir le système. Merci. Jeanne, on parle là de révolte de façade. Pour le cas du Cameroun, il y a eu des tentatives de révolte. En tout cas, les opposants, certains ont essayé de s'organiser du mieux qu'ils pouvaient, mais surtout un qu'on a vu, Issa Chiruma, qui, lui, a demandé au peuple de se lever. D'autres disent que le peuple n'a pas voulu se lever parce que le peuple ne veut pas se sacrifier, là où peut-être les Malgaches ont été plus courageux. Est-ce que vous considérez que finalement, il y avait un intérêt pour le peuple à ce moment-là de se lever fondamentalement, là où on sait qu'au Cameroun, on peut couper le réseau, on peut couper l'électricité, et puis faire un massacre, et puis... Quel est votre avis finalement? Alors, il n'y a aucun moment où il est inutile de se lever. Il est toujours utile de se lever devant le comportement de dictateurs prêts à éliminer toutes les personnes qui lèvent un peu la tête. Il y a vraiment toujours intérêt à se lever. La façade, ça va être éventuellement le semblant de démocratie qu'on aura gagné
comme on en parle à Madagascar ou au Gabon, par exemple. Mais le peuple doit toujours se lever et être de plus en plus nombreux. Nous ne gagnerons que de cette manière-là. Alors, le problème au Cameroun, c'est que le peuple a tendance à attendre que le leader dise quelque chose. Alors que s'il y a un leader, il faut justement que le peuple se mette derrière le leader en se levant. Pas seulement en l'écoutant. Mais c'est au peuple de se lever, ce n'est pas au leader. C'est le peuple qui s'ouvre. Parce qu'en général, on n'a pas des leaders qui sortent de nulle part, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de s'entretenir. C'est des leaders qui ont une belle vie. C'est des leaders qui savent ce que c'est vivre avec, qui peuvent aller se faire soigner à l'étranger, dont les enfants font des études à l'étranger. Et c'est le peuple qui souffre. Donc c'est au peuple de se lever. Donc quand on a quelqu'un qui a les moyens de vivre normalement, correctement, entre guillemets, et qui un jour dit au peuple qui souffre, vous n'avez pas le droit de vous faire traiter comme des esclaves, mais que le peuple se lève. Au Cameroun, le peuple attend toujours, on attend le mot d'ordre de tel leader. Avant Issa Chiroma, il y a eu des leaders qui ont essayé de se lever. Combien de fois quelqu'un comme Maurice Kamto a demandé aux gens de se mettre dans la rue? Il a dit, ok, laissez les enfants à la maison, venez dans la rue avec moi. Il y est allé. Combien de personnes l'ont suivi? Il n'y a pas eu grand-chose. Là, il faut que le peuple se lève. C'est au peuple de faire quelque chose. Mais quand on voit que même à l'étranger, il y a des citoyens qui cachent leur visage dans les manifestations, en France, en Allemagne ou ailleurs, ou en Belgique, c'est souvent en France et en Belgique qu'il y a des manifestations, ils cachent encore leur visage. Ça veut dire qu'il y a des relents de peur. On a grandi avec ça. Nos parents nous ont inculqué ça. Et nos parents disent encore, fais attention quand tu parles, fais attention quand tu vas. Donc, vous voyez un peu jusqu'où ça va. Et ce sont des personnes qui sont en France depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui se cachent encore. Donc. Merci beaucoup. Thomas, vous qui suivez le Cameroun depuis longtemps, après ces élections contestées, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre point de vue? Alors, il y a quelque chose qui a été de très juste qui a été dit, c'est les risques qui sont pris, y compris à l'étranger. Par exemple, pour Madagascar, Razoel avait acheté un logiciel français, enfin européen, qu'on appelait Predator, qui avait été vendu par une société française, en plus en violation de toutes les règles, ils n'avaient pas déclaré. Donc, c'était un truc qui permettait d'entrer dans votre téléphone, comme Pegasus, et de savoir, au Cameroun, il y a un État policier qui est installé, parce qu'ils sont là depuis 43 ans, l'aide des Israéliens, très clairement, qui encadre le BIR, qui est le bataillon d'intervention rapide, qui est une sorte de garde prétorienne de BIA, et qui aide à tout ce qui est renseignement, tout ce qui est cellule d'écoute. Donc évidemment, tout le monde peut être traqué, on fait pression sur votre famille, voilà, il faut du courage pour se lever, parce qu'il y a une sorte d'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe, alors que le Cameroun, ça fait très longtemps, vous l'avez rappelé, ça avait été nommé de manière très condescendante, presque raciste, mais souvenez-vous des émeutes de la faim en 2008, où on avait BIA avait fait tirer avec des hélicoptères français sur des manifestants, il y avait eu des centaines de morts. On n'en avait pas parlé parce qu'il n'y avait pas d'image à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est fort, et vous l'avez rappelé avant, c'est les images sur les réseaux sociaux. Et là, le Cameroun, on est quand même dans le stade de pourrissement le plus avancé de la France-Afrique, où on a mis quelqu'un en place pendant 43 ans, qui à un moment, on ne s'entend plus trop avec lui, parce qu'effectivement, les relations entre Emmanuel Macron et Paul Biya sont plus très bonnes. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça a commencé à mal se passer sur la question du port de Douala, qui était contrôlé par Bolloré, et Macron voulait imposer un autre que Bolloré pour être à la tête du port de Douala. Il y a eu vraiment des affrontements de réseaux français, évidemment, qui se fait sur le dos des Camerounais, qui n'ont rien demandé à personne et qui voudraient juste pouvoir vivre dignement et avoir une économie qui fonctionne. Et malgré ça, voilà, il y a un système qui continue à exister avec un armement qui est français. C'était le cas aussi à Madagascar, les gaz lacrymogènes, les blindés, enfin tout ça. Voilà, on a perpétué ce système-là. Et dans le Cameroun, ce qui est très inquiétant, c'est qu'est-ce qui va se passer à la mort de Paul Biya. Évidemment, il y a plein de clans autour de Paul Biya. Vous avez le secrétaire général à la présidence, Bongo, vous avez Mvondo Ayolo, le directeur de cabinet, qui tous ne peuvent pas se piffrer, qui se détestent entre eux et qui sont prêts à tout, y compris à écraser le Cameroun dans le sang et à créer des guerres pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est quand même notre responsabilité à nous, Français. On ne va pas revenir à l'indépendance jusqu'à la guerre contre l'UPC. Mais c'est quand même quelque chose de fascinant qu'à un moment, on ne se soit pas dit stop, et surtout qu'on accuse toujours les Russes. Nous, Français, on accuse les Russes d'avoir créé cette forme de détestation contre la France en Afrique. Mais ce n'est absolument pas les Russes. Alors évidemment, il y a des trolls, il y a des informations. Ce sont
les Français nous-mêmes, par nos propres erreurs, par nos propres errements, par le soutien qu'on a eu aux dictateurs pendant des décennies, par le franc CFA, par le fait que l'armée française ait commis des crimes en Centrafrique, les viols d'enfants. En 2004, les gens ne se souviennent pas, c'est pas si vieux, mais à l'Hôtel Ivoire, l'armée française a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui étaient pour Laurent Gbagbo. Il y a eu des dizaines de morts. Et jamais il y a eu des commissions d'enquête. Et aujourd'hui, effectivement, on est détesté sur le continent parce que notre politique a été détestable. Et évidemment, c'est très confortable sur les grands plateaux mainstream, LCI, TF1. On dit « Ah oui, c'est la faute des Russes ». Ça nous permet de nous déculpabiliser et de ne pas bâiller devant notre porte. Mais nous, on a créé les conditions de notre propre chute et de notre propre détestation. D'ailleurs, souvent on parle dans la presse française de sentiments anti-français, comme si, bon, c'était un truc pas très formé, on réduit les pensées, les pensées des Africains à des trucs un peu sentimentaux, enfin voilà, qui ne seraient pas motivés vraiment dans les faits, alors que les gens font très bien la différence entre les Français qui vivent en Afrique et la politique française. Il n'y a pas de xénophobie anti-française, il y a un ressentiment légitime contre la politique française en Afrique. Et il y a un biais souvent raciste, c'est de penser que les Africains seraient incapables de penser par eux-mêmes et qu'il faudrait toujours qu'il y ait un marionnettiste. Qui est les Russes derrière, qui est les Chinois, qui est les Turcs, et que cette détestation, ce rejet de la politique française en Afrique, il devrait être forcément inspiré par quelqu'un, alors qu'en fait, il est inspiré de dizaines et de dizaines d'années de colonisation et de néocolonisation. Dominique Rouillard, vous disiez tout à l'heure que votre fils allait au Togo, ne connaissait pas les réalités. Moi, la question que je pose quand même, est-ce que c'était un habitué de manifestation? Est-ce que c'était sa première manifestation? Et pourquoi est-ce qu'il a décidé de manifester malgré qu'il ne connaissait pas le Togo? Est-ce qu'il s'était juste fait embarquer par des groupes d'amis? On veut comprendre un petit peu la logique derrière. Oui, non, mais merci de me poser cette question parce que je pense qu'elle est essentielle dans la mesure que je vous rappelle que moi, je suis guadeloupéen. J'ai élevé, enfin, mon fils, il est né à Paris. À Paris, comme disait tout à l'heure quelqu'un sur le plateau, où les gens sont habitués à manifester. Moi-même, j'étais organisateur de manifestations de rue. Mais malheureusement, je n'ai pas pu éduquer Steve même dans ce que c'est que manifester dans la rue. Il m'a vu faire, il a entendu dire que je faisais. Il a toujours effectivement été fasciné par les manifestations. N'oubliez pas des années 80, c'était le début de la montée de la xénophobie à Paris. N'oubliez pas que quelque temps après, quand il a eu ses 18 ans, eh ben, c'était l'époque où Chirac était en litige avec Jean-Marie Le Pen. Donc 80% a été voté pour le maintien de Chirac au gouvernement. N'oubliez pas ça. Donc il est né avec cet outil qu'on a en France, je dis bien, de manifester. Alors, en Guadeloupe, maintenant, où il a monté son cabinet, où il a travaillé pendant 15 ans, ah ben, effectivement, c'est quelqu'un qui a participé aux différentes manifestations. En 2009, en Guadeloupe, il était en 2009. Quand vous regardez, ah ben, il a toujours été dans les manifestations parce que il a toujours été sensible au malheur des gens. Et remarquez encore, en 2009, c'était un problème d'eau, c'était un problème d'électricité, enfin, c'était un problème de misère qui avait en Guadeloupe, qui a attiré tout le monde en 2009. Et là, au Togo, c'était la même chose. C'était ça l'appel électricité trop chère et puis manque d'eau, etc. C'était les mêmes sujets. C'est un problème de faim. Donc, automatiquement, il s'est retrouvé là-dedans. Et n'oubliez pas que lui-même, Steve Rouillard, c'est quelqu'un qui a été à toutes les élections en Guadeloupe, quelle que soit municipale, quelle que soit sénatoriale, quelle que soit législative et municipale, je l'ai dit. Mais en fait, il a été à toutes les élections. Alors, donc, en fin de compte, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est naturellement sensible à la société, sensible au malheur des gens. Maintenant qu'il a rencontré des gens qui ne lui ont pas indiqué où il allait, parce que si Steve savait que dans ces prisons-là, on dormait par terre, ben je ne pense pas qu'il aurait été manifesté. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il aurait été même au Togo. Parce qu'en fin de compte, il n'a pas eu le temps il n'a pas eu de guide.
Et c'est ça, nous, notre problème en tant qu'Antillais, notre problème en tant que Guadeloupéens. Donc, nous avons ce gros problème-là. Nous n'avons aucun guide. Il n'y a aucun manuel qui nous apprend comment fonctionner avec les peuples africains que nous avons la prétention de descendre. Donc nous sommes, pour ainsi dire, livrés à nous-mêmes, comme je disais l'autre jour. Mais nous sommes en errance perpétuelle. Donc Steve, il fait partie de quelqu'un qui a voulu se retrouver, et là, il est enfermé. Voilà. Donc en fin de compte, c'est la seule explication que je pense qui est réelle. Merci pour ces mots. Ce qu'on entend par là, c'est que c'est le sentiment justement d'appartenance à l'Afrique d'une certaine manière, et déjà sa volonté, puisque c'était un militant dans l'âme, comme vous-même l'avez dit, qui finalement lui ont poussé à aller jusqu'au Togo, à aller manifester sans mesurer la gravité du problème, puisqu'on connaît hein, le Togo, c'est pas un pays où les droits de l'homme sont respectés. Alors on ne vous entend pas, donc... Non, mais rectifier. Il n'a pas été au Togo pour manifester. Il a été au Togo pour ouvrir un cabinet d'expertise comptable. N'oubliez pas, c'est un commissaire aux comptes. Il a été là-bas pour pouvoir agrandir son cabinet. Il n'a pas été là-bas pour manifester. Arrivé là-bas, il a trouvé une ambiance, certes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il Mais il n'a pas été là-bas pour manifester. Il a apporté son militantisme et aussi son métier d'expert comptable au Togo. Et d'habitude, il manifeste, parce que manifestation, c'est manifester le fait d'être contrarié. Et il a trouvé que c'était une injustice que vivait le peuple togolais. Et il s'est retrouvé enrôlé comme les habitants du Togo. Sauf qu'effectivement, je suppose, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'il ne s'attendait pas aux conséquences. Il ne s'attendait pas à être lâché par la France. Donc je pense que on peut entendre votre émotion, ce qui est tout à fait... Vous êtes un père qui a des milliers de kilomètres de votre fils. Et puis d'ailleurs, je suppose que c'est vous qui reprenez l'affaire. Comment ça se passe? Parce qu'il a laissé aussi une entreprise derrière. De quelle affaire vous parlez? Vous parlez de son entreprise d'expertise comptable? Oui. Alors, un cabinet d'expertise comptable, c'est une entreprise qui est réglementée. Donc, effectivement, au début, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la succession, mais sans prendre la succession, parce qu'il y a eu 3 experts comptables qui ont été nommés pour pouvoir effectuer les travaux de son cabinet. Et vite fait, on a nommé un administrateur à ma place. Et cet administrateur, résultat, à la journée d'aujourd'hui, a liquidé l'entreprise. Donc, regardez l'ampleur du malheur. Et tout ça d'un point de vue familial, en tant que père, au-delà du militantisme, comment est-ce que vous le vivez, vous? Très mal, dans la mesure que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, avec ma génération, nous avons fait un certain nombre de démarches vis-à-vis de l'Afrique. Mais nos enfants n'ont pas suivi. Parce que là, sur le plateau, là, vous êtes tous jeunes, vous avez tous moins de 50 ans. Donc, en fin de compte, c'est pas la même génération que moi. Les travaux que j'ai effectués au niveau du rapprochement avec les panafricains, en fait, c'est pas les mêmes qui se font aujourd'hui. Donc, automatiquement, il y a des recherches qui sont complètement différentes. Mais ces recherches n'ont pas tenu compte, effectivement, de nos expériences. Parce que nos expériences, nous les aînés, nous les parents, parce que moi, je frôle les 70 ans, donc c'est pas 20 ans de différence, ça fait beaucoup. Donc, automatiquement, on nous a pas suivis parce que, en fin de compte, on est mal encadré vis-à-vis. Enfin, l'éducation même scolaire sépare les parents des enfants. C'est-à-dire que, en fin de compte, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est pas ce qu'apprennent les enfants, c'est pas ce qu'ils apprennent. Et puis, en fait, ils ne peuvent pas vous écouter. C'est du genre, je sais, mais vous ne savez pas. C'est-à-dire que chacun va de son côté avec leur technique, mais sans pour autant prendre en compte les expériences. Parce que moi, je vous dirais que j'ai jamais été au Togo. J'ai jamais été au Bénin. C'est tout près, j'ai jamais été au Ghana. On entend et on comprend ce que vous mais dites. En fait, et je ne sais pas si vous nous entendez, monsieur. Attendez. Oui.
Oui, je vous en prie. Allez-y, finissez, Oui, je vous en prie. alors pourquoi j'ai pas été dans ces endroits? Parce que je sais que j'étais pas en alliance avec les us et coutumes de ces différents pays-là. Voilà. Et maintenant, on a tendance à penser que c'est parce que quand même, il y a la colonisation française qui est présente. D'accord, très bien. Merci encore pour ces informations, Monsieur Dominique Rouillard. Pour le dernier mot d'Audrey, c'est quoi le futur de la Gen Z finalement aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez les choses dans les années à venir? Déjà, en 2009, quand il y a eu le coup d'État de André Radziwiłł, nous, on avait quoi? On avait 11, 12 ans, 10 ans, même pas, nos premières manifestations. Donc, c'était réellement en 2025. Et en fait, je sens qu'on a un vent d'espoir, vraiment. On a un vent d'espoir, on a envie de continuer à se battre pour Madagascar, on a envie de continuer à réfléchir à comment pouvoir s'accaparer ce pouvoir, le pouvoir du peuple à Madagascar. Pour moi, le futur de la Gen Z Madagascar, il est positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas semé d'embûches et qu'on est dans un monde complètement utopiste, ça quand même. Mais par contre, je pense qu'on a toutes les capacités, toutes les clés en main pour faire de Madagascar dans le futur au moins un terrain fertile, que ce soit pour nous ou pour les prochaines générations. Merci beaucoup, Audrey. Et Jeanne Belay, dites-nous, et vous? Alors, L'avenir mot du de la Cameroun. fin. Le mot de la fin et l'avenir du Cameroun, je partirais déjà de ce que disait M. Rouillard qui lève le point de la justice dans la gestion des hommes dans les gouvernances africaines. Je pense que c'est le point clé. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura rien. Donc, nous, en tant que défenseurs de nos droits, nous devons toujours être en quête de cette justice-là. Maintenant, au Cameroun, moi, ma peur aujourd'hui, c'est nous avons déjà un front nord-ouest-sud-ouest. Nous avons déjà un front nord-ouest-sud-ouest. Et là, aujourd'hui, avec la victoire que réclame Issa Chiroma, je pense que la peur que j'ai, c'est qu'on ait un front nord-sud. Parce que ceux qui se lèvent aujourd'hui, c'est plutôt les personnes qui sont originaires du clan de Chiroma et de cette zone-là du Nord Cameroun. Et tout ce qu'on espère, c'est que le reste suive et que la révolte soit vraiment étendue sur tout le territoire camerounais et que les grabataires qui sont au pouvoir aujourd'hui s'en aillent. Merci beaucoup. Et vous, donc Thomas Dietrich, qui est on va dire le porte-parole un peu de tout ce... Parce que vous êtes un peu dans chaque ville, chaque cadre de ce qui se passe sur ce plateau. Le mot de la fin, en tant que journaliste, et on a très envie de l'entendre. Moi, mon boulot sur la France-Afrique, principalement sur ces relations qui structurent la France avec ces pays africains. En fait, la France-Afrique aujourd'hui, c'est un peu la phrase de Gramsci qu'on connaît, c'est l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans cet entre-deux-mondes que surgissent les monstres. C'est-à-dire pendant très longtemps, vous avez eu la France-Afrique à papa avec Jacques Foccart, puis sous Hollande, c'est passé chez les militaires avec Jean-Yves Le Drian, et aujourd'hui, c'est le grand n'importe quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont complètement perdus, ils n'ont plus d'hommes qui connaissent la situation avec l'affaiblissement du réseau diplomatique. Suffit de voir, par exemple, comme ils ont été incapables de prévoir les coups d'État au Mali ou au Niger. D'ailleurs, on a viré le patron de la DGSE pour ça. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter. J'étais au Mali quand il y a eu le premier coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Et le 17 août au soir, la veille du coup d'État, il y avait une diplomate occidentale qui n'était pas française qui me dit « il va se passer quelque chose cette nuit ». Je dis « ok, bon, très bien ». Et à minuit, elle me dit « il va vraiment se passer quelque chose, mais les Français nous disent que tout est sous contrôle, que Ibrahim Boubacar Keïta, c'est leur gars, il ne se passera rien. Et 4 heures du matin, coup d'État, c'était réglé ». Donc il y a vraiment on n'arrive plus à concevoir l'Afrique. On se sert avant de servir la France. Ça, c'est quelque chose de très important. Et surtout, on est dans la diplomatie des miettes. Ce qui se passe au Togo, où par exemple, Fornia Simbé, lors des dernières révoltes, a essayé de faire croire que la France était derrière les opposants de manière à décrédibiliser le mouvement de contestation en cours, alors que c'était complètement faux. Et nous, Français, au lieu de nous draper notre dignité et nous dire on arrête la coopération militaire avec le régime togolais, on arrête tout, on a continué. Pareil au Cameroun, où on essaie de faire croire que la France serait en train de vouloir renverser Biya. C'est pareil, nous ce qu'on va faire, c'est essayer de recoller les liens avec Paul Biya. Il y a eu un appel entre Emmanuel Macron et Paul Biya. Et c'est vraiment la fin d'un monde. Et moi j'ai beaucoup d'espoir en cette jeunesse et puis ces populations-là qui sont très conscientes justement d'en finir avec ce néocolonialisme-là, pour en finir justement avec cette France-Afrique moribonde, parce que de nous-mêmes, nous Français,
on partira pas. À un moment, je me souviens que Sébastien Lecornu, qui était ministre de la Défense, a dit pendant 2 ans à Emmanuel Macron, tu vas voir Mahamat Idriss Déby au Tchad, il va nous mettre dehors. Tu vas voir, ça va se passer. Et Emmanuel Macron dit non, mais c'est notre gars, Mahamat Idriss Déby, on l'a mis au pouvoir, on lui a permis de succéder à son père. Résultat, fin 2024, Mahamat Déby l'a pris de bord, ce qui n'empêche pas que Mahamat Déby soit le pire dictateur qui soit, et avec ou sans la France, il continue à massacrer son peuple et à mettre les gens en prison. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que justement, cette France-Afrique qu'on passe notre temps à critiquer, c'est une tâche sur notre pays. Moi, j'en ressens une honte quand je vois comment la France agit en Afrique. Et justement, voilà, que les peuples aient décidé d'y mettre fin, et de manière souveraine, hein, c'est pas pour les remplacer par les Russes. Moi, ça me semble très important, et je salue tout ce qui a été fait à Madagascar, au Togo, même en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci. Dominique Rouillard, votre dernier mot, si vous pouviez parler aux institutions qui nous regardent et si vous avez peut-être besoin aussi d'embarquer d'autres personnes dans ce combat avec vous. On vous écoute. Oui, bien d'accord. Non, mais en fait, il y a une leçon qu'on doit tirer à tout événement là. En ce qui concerne la situation de Steve, il y a une charte qui doit être signée entre les pays africains et puis les pays d'outre-mer. Enfin, moi je dirais Guadeloupe, Martinique, enfin tout l'outre-mer français, toute l'outre-mer francophone doit pouvoir se permettre de signer une charte de reconnaissance avec les pays africains. Je pense que la situation de Steve nous l'indique l'urgence, parce que c'est très à la mode maintenant, ce qu'on appelle le retour vers les sources. Donc automatiquement, si nous n'avons pas cette charte de bonne conduite, cette charte d'éducation, nous allons nous retrouver dans cette situation où nos enfants, Guadeloupéens, Martiniquais et puis autres, vont se retrouver enfermés, emprisonnés pour une éducation qu'ils n'ont pas eue. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je peux vous dire que les geôles togolaises, moi j'ai passé que 24 heures, mais ça m'a suffi, hein, parce que vraiment c'est un régime extrêmement dur. Moi, j'étais pas au SCRIC, parce qu'il y a 2 services de renseignement, il y avait la BRI et le SCRIC et tout ça, mais vraiment en termes de préservation des droits, moi je suis vite sorti parce que j'étais journaliste étranger, on m'a condamné à 6 mois de prison pour entrée illégale sur le territoire alors que j'avais un visa, mais je veux dire qu'en termes de répression, c'est un des régimes les plus durs d'Afrique, donc c'est d'autant plus important qu'on intervienne pour Steve et d'ailleurs pour tous les autres prisonniers politiques togolais dont j'ai parlé au début. Tout à fait, merci beaucoup. En espérant, Monsieur Rouillard, avoir l'occasion d'échanger également avec Steve Rouillard, qu'il soit libéré très rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos témoignages, votre expertise et vos retours. On va clôturer cette émission. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager. On a parlé de sujets très importants aujourd'hui et surtout de Steve Rouillard qui, aujourd'hui, pendant que nous parlons, est dans une situation délicate. On espère que tout cela va s'améliorer d'ici peu de temps. Malheureusement, tous les peuples que nous avons énoncés également sont dans une situation très compliquée également. Et donc, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci, au revoir.